Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour Charlotte, comment vas-tu? Bonjour Audrey, ça va très bien et toi? Super, merci. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast pour qu'on évoque un peu la communication post-achat des marques qu'on dit direct to consumer. Mais est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et un petit peu nous retracer ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. Alors, je suis responsable marketing et communication pour Parcel Lab sur le marché de la France et de la Belgique. Donc, entreprise que j'ai rejoint en mars 2021. Et auparavant, j'étais donc déjà dans l'univers de la communication et des RP, mais plutôt dans le secteur du sport, avec pour dernière expérience en date un poste dans une marque de golf qui s'appelle Callaway Golf, chez laquelle j'étais responsable des RP pour l'Europe continentale. Donc voilà, j'ai quitté le monde du sport pour rejoindre celui du e-commerce. Tu nous disais que maintenant tu es arrivé chez Parcel Lab depuis mars 2021. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots, nous présenter un peu la structure? Alors, Parcel Lab est une entreprise allemande créée il y a 6 ans qui emploie aujourd'hui 150 employés. On a également 500 clients à travers le monde avec une forte présence bien sûr en Europe grâce à l'Allemagne, à la France, à la Grande-Bretagne, mais également aux US. Notre mission chez Parcel Lab, nous, c'est de rapprocher les marques de leurs clients. Pour cela, on va leur permettre de créer des expériences post-achat qui soient mémorables, qui soient uniques, qui soient personnalisées pour chaque client. Alors, comment ça se passe concrètement? On va surtout les aider sur la phase de communication. Donc, on va mettre en place des communications proactives, pertinentes, sur chaque étape du parcours post-achat. Donc, voilà ce qu'on fait chez Parcel Lab. Et justement, en matière d'expérience post-achat ou en matière d'expérience d'achat en ligne, tout simplement, selon toi, c'est quoi le moment le plus important pour le consommateur? Alors, bien entendu que toutes les phases du parcours d'achat sont extrêmement importantes. Ce qu'on sait, c'est que la livraison, c'est un moment qui est chargé en émotions pour le client. Et donc, l'expérience qu'il va vivre va impacter sa décision de recommander ou pas chez ce même retailer. 55% des clients qui ont vécu une mauvaise expérience de livraison avec un retailer ne souhaitent pas recommander avec cette même marque. Donc ça montre un petit peu l'importance de l'expérience post-achat aujourd'hui. Vous avez sorti, vous, Parcel Lab, une étude super intéressante sur la communication post-achat des marques D2C. Donc, c'est ce qui va aussi nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que le modèle D2C ou direct to consumer? C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment. Ça va un peu avec les DNVB et tout ça. Et surtout, en quoi ça bouleverse un peu le commerce comme on l'a toujours connu. Oui, tout à fait. Alors, tu l'as dit, le modèle D2C, on en parle beaucoup. Au-delà de ça, c'est pas un phénomène nouveau. Ça fait déjà plusieurs années que le modèle s'impose dans le commerce et le e-commerce. Donc, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais par contre, ce qu'on a quand même notifié ces dernières années, c'est qu'il s'étend à de nombreuses verticales. Auparavant, c'était peut-être ciblé sur quelques verticales. Maintenant, on est vraiment ouvert à toutes les verticales. Donc, ça rend le phénomène encore plus intéressant. Pour le décrire très rapidement, le modèle D2C, c'est simplement un modèle stratégique qu'adoptent les marques et qui consiste simplement à se priver de tout intermédiaire de distribution. C'est-à-dire que dans un but d'atteindre le consommateur final, ce modèle D2C va permettre aux marques d'être en parfait contrôle, on va dire, du parcours client, de sa réputation, du marketing, des données clients, etc. Il a vraiment la mainmise sur ces différentes problématiques et donc ne fait appel à aucun intermédiaire de distribution. Ce qui permet du coup aux marques d'être extrêmement habiles et agiles sur tout le parcours client qu'ils proposent. Du coup, simplement, pour la deuxième partie de ta question, en quoi ça bouleverse le commerce, c'est qu'on assiste tout simplement un peu à un shift de certaines marques vers le D2C. On l'a vu par exemple fin 2019, Nike qui annonce la fin du partenariat avec Amazon pour développer le D2C.
On sait qu'Amazon, donc c'est une marketplace, hein, et ils sont très très forts pour conserver le client dans leur propre écosystème. C'est-à-dire que tu vas sur leur site, tu passes la commande sur leur site et tu restes dans l'écosystème Amazon tout le long de l'expérience. Ce qui a enlevé un petit peu la maîtrise de cette expérience client aux marques. Des marques comme Nike, elles ont besoin de reprendre le contrôle de cette expérience, que ça fait partie effectivement ça fait partie de l'expérience marque tout simplement. Donc c'était intéressant aussi de voir un petit peu ce shift de certaines marques, alors pas pour toutes bien sûr, hein, mais il y a certaines marques effectivement qui font ce choix de quitter certaines marketplaces pour développer un petit peu plus le D2C. Et pourquoi justement tu penses que les marques elles ont ce besoin de reprendre un peu le contrôle? Mais je pense que les consommateurs accordent de plus en plus d'attention à l'expérience de marque et aux valeurs qu'elles incarnent. Il n'y a pas juste l'expérience de marque, mais c'est vraiment les valeurs qu'elles incarnent. Tu parlais des NVB tout à l'heure, c'est complètement dans le sujet. Il y a un article sur LSA qui est paru le mois dernier qui disait que 8 personnes sur 10 sont influencées par la responsabilité de la marque au moment d'acheter. Alors que la responsabilité de la marque, ça peut être d'un point de vue écologique, ça peut être d'un point de vue éthique, peu importe. En tout cas, le consommateur, il va acheter le produit, il va acheter la marque, mais il va acheter aussi effectivement ce que représente la marque et c'est la philosophie ou les valeurs qu'elle incarne. Je pense que c'est très important. Pourquoi vous avez décidé justement de mener une étude spécifique sur ces marques-là, du coup D2C, donc qui vendent en direct, en ligne, aux consommateurs, sans intermédiaire? Effectivement, pour la raison que je viens d'évoquer, mais il y a aussi une autre raison, c'est que les D2C, elles sont bien connues pour placer l'expérience client au cœur de leurs priorités. Nous, l'expérience client, c'est complètement, enfin, ça nous parle complètement. Donc, pour nous, c'était super intéressant de voir ce que les D2C qui sont connus ou réputés comme étant très très proches de leurs clients, proposant une expérience client vraiment, une expérience de marque vraiment très poussée. C'était intéressant pour nous de voir effectivement si c'était le cas sur cette phase post-achat. C'est souvent le cas pré-achat. Ces D2C sont très agiles, très habiles dans leur manière de communiquer en post-achat. Très intéressant. Eh ben, on va voir ça juste après si l'expérience post-achat est réussie ou non. Et du coup, quelle marque vous avez sélectionnée et pourquoi avoir décidé de sélectionner celle-ci? Alors, on a déjà choisi de sélectionner des marques D2C, alors soit françaises, soit qui opéraient en France, bien sûr, parce que donc on a fait les études en France. On a aussi sélectionné sur ces entreprises avec un certain minimum de chiffre d'affaires et on a aussi voulu représenter différentes industries. Donc, je pense que peut-être je peux les citer. On en a 11, donc c'est assez rapide. Les marques du coup qu'on a testées, c'est Cheers, Envie de fraise, Jimmy Fairly, Casidomi, Le Slip français, Milibou, Paulette, Cézanne, Teddy Bear, Tikamoon et Typologie. Alors là-dedans, il y en a 3 sur lesquelles j'ai déjà acheté. D'accord, ok. Bon, ça va être intéressant effectivement d'en discuter. Et au final, c'était quoi le but de votre étude? Alors, il y a plusieurs objectifs dans cette étude. La première, ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment d'améliorer notre connaissance du secteur. Alors là, en l'occurrence, des D2C et du e-commerce en général, mais du coup, quoi de mieux à faire que de mener une étude de A à Z en passant donc des commandes. Enfin, on va parler de la méthodologie après, je pense, mais en passant des commandes auprès de ces e-commerçants et de vraiment se mettre dans les chaussures d'un client et de vivre l'expérience client. Pour nous, c'est super intéressant d'avoir ces données, de comprendre quel est l'état des lieux un petit peu du post-achat chez les D2C, afin de formuler aussi des axes d'amélioration. C'est aussi l'occasion d'identifier les leviers d'amélioration, qu'est-ce que les bonnes pratiques, etc. Et puis, au final, c'est aussi un petit peu d'améliorer nos produits en fonction des contraintes que peuvent avoir ces e-commerçants. Ok, super intéressant. Et justement, oui, tu l'as abordé rapidement, mais c'était quoi la méthodologie utilisée pour réaliser cette étude? Alors, la méthodologie, elle est assez simple. C'est la même méthodologie qu'on a utilisée sur nos études précédentes. Donc, notamment, on avait fait les 100 plus grands e-commerçants français fin d'année 2020. C'est globalement la même méthodologie. C'est aussi une méthodologie qu'on utilise aux US, au UK, en Allemagne, donc qui a fait ses preuves. Et le concept est très simple. En fait, on va sur chaque site, donc les marques que j'ai évoquées, et on passe des commandes.
Et puis après, on va analyser tous les événements donc du parcours d'achat, les emails qu'on a reçus, comment s'est passée l'expérience de livraison, comment s'est passée l'expérience de retour, etc., etc. On va vraiment compiler toutes ces données. Donc, on a, je crois, 150 points de données à peu près à travers tout ça et à travers toutes les métriques qu'on a pu évaluer. Et puis après, on en tire nos conclusions par rapport aux données qu'on a pu récolter. Mais c'est vrai que c'est une méthode intéressante, et d'ailleurs on avait fait un podcast aussi avec Alexis sur la précédente étude, et c'est vrai qu'il avait dit il n'y a rien de mieux en fait pour un e-commerçant de commander en fait sur son site lui-même directement pour vivre son expérience post-achat, et du coup se rendre compte des points d'amélioration et des points forts et tout ça. Donc je trouvais ça aussi intéressant. Votre étude, vous l'avez divisée en 4 parties, on va dire, avec une communication du coup pendant la livraison, la communication après la livraison, ce qui est aussi rapport avec personnalisation client, et enfin les bonnes pratiques un peu qu'on peut trouver. Donc on va refaire un peu ça dans l'ordre, on va décortiquer cette étude ensemble. Alors tout d'abord, pour toi, quelles sont un peu les forces du coup des marques D2C en termes de communication post-achat par rapport à ce que vous avez pu ressortir dans votre étude? Alors, concernant les forces, on s'aperçoit que quasiment toutes les marques envoient elles-mêmes la confirmation d'expédition. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça peut sembler normal, c'est le minimum qu'on puisse attendre d'une marque. Or, on l'a vu lors de notre étude auprès des 100 plus grands e-commerçants français, ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc ça, c'est plutôt positif. Concernant les faiblesses maintenant, on a remarqué que l'axe de progression, l'axe d'amélioration, il tournait vraiment autour de la communication lors de la livraison. On a, lors de notre analyse, on s'est rendu compte que seulement une marque sur 11 conserve la maîtrise totale de sa communication client tout au long du parcours, et que donc, dans les 10 autres cas, pour les 10 autres marques, il y a soit une communication en doublon avec le transporteur, soit une communication du transporteur seulement auprès du client. Et du coup, la marque manque complètement l'opportunité d'interagir avec son client directement. Et en termes d'expérience client, c'est pas non plus extraordinaire. Par rapport à votre précédente étude, est-ce que vous avez un peu comparé les deux, et est-ce que vous avez pu voir s'il y avait des différences majeures entre les pratiques des marques D2C justement et les autres marques plus retailers, etc. Ouais, alors ça c'était super intéressant effectivement de pouvoir un petit peu confronter les deux, en sachant on était parti sur la même méthodologie, donc pour nous c'est très simple de voir un petit peu quelles sont les différences. Ce qui est assez frappant sur les 100 plus grands e-commerçants, c'est que sur 21% de ces grands e-commerçants ne communiquaient pas du tout après le checkout. C'est-à-dire que soit c'est le transporteur qui gérait complètement la communication, soit il n'y avait pas de communication du tout. Et ça, c'est pas du tout une tendance qu'on retrouve chez les D2C. Alors, comme j'ai dit, tout n'est pas parfait dans leur manière de communiquer, mais en tout cas, elles communiquent soit en doublant avec le transporteur, soit c'est elles qui maîtrisent la communication, mais il y a toujours un lien avec le client quand même qui se fait. Et ça, c'est quand même important. Donc ça, elles ont bien compris l'importance effectivement de maintenir la communication sur cette phase post-achat. Complètement. Alors d'ailleurs, par rapport à tout ce que tu dis, je suis allée retourner dans mes mails par rapport chez une des marques chez laquelle j'ai acheté du coup au mois d'avril, et effectivement j'ai bien le mail de confirmation, le mail que ma commande est prête, qu'elle a été envoyée et qu'elle a été livrée. Mais dans tous ces mails, j'ai juste un seul mail de Colissimo qui s'interfère et qui me dit que le colis est sur les plateformes logistiques. C'est souvent en fait ce qu'on voit, c'est que donc la première partie de la communication va être effectuée par la marque. Ensuite, le relais va être pris par le transporteur. La marque va reprendre la main pour confirmer qu'effectivement la livraison a été faite. Et parfois, la marque va rediriger le client vers un autre site, par exemple avis vérifié, pour prendre les informations de satisfaction de l'expérience. Donc ça fait quand même beaucoup d'intermédiaires ou beaucoup de prestataires en fait, alors que dans un monde idéal, la marque gère toutes ces étapes
Et les emails que toi, en tant que client, tu vas recevoir, ça va être des emails de la marque seulement. Ça va pas être des emails de Colissimo, d'avis vérifiés, et de je ne sais qui encore. Quand j'ai préparé ce podcast, donc bien évidemment, j'ai épluché de long en large cette étude et j'ai ressorti quelques chiffres qui me semblaient intéressants à commenter, notamment que 55% des marques ont un lien de suivi qui renvoie sur le site de transporteur. Donc je me disais que c'était peut-être un peu une rupture dans la volonté d'une expérience fluide, sans couture, qui est particulièrement appréciée par les clients des marques D2C. Et toi, qu'est-ce que tu en penses un peu? Mais écoute, je partage complètement ton avis. En fait, la page de suivi, quand elle est hébergée sur le site du retailer, elle permet complètement de maintenir le client dans l'univers de la marque et dans l'écosystème de la marque. Proposer une page de suivi sur un site transporteur, c'est autoriser son client en fait à partir sur un autre site déjà, et dans un autre écosystème qui est pas forcément le sien et qui correspond pas, pardon, forcément aux standards de la marque. Donc c'est complètement une rupture dans la relation. Et j'ajouterais même que c'est une opportunité manquée pour la marque. Garder son client sur la page de suivi, sur son site, c'est aussi une opportunité de cross-sell et de upsell. C'est-à-dire que je viens d'acheter un leaking size sur le site de Teddy Bear. Je vais ensuite sur la page de suivi pour voir un petit peu où ça en est. On peut me proposer, enfin voilà, la marque pourrait me proposer potentiellement les draps king size qui vont avec. Ça veut pas dire que je vais l'acheter, mais en tout cas le proposer et garder vraiment le client dans l'univers de la marque et pourquoi pas même aller un peu plus loin, proposer au client de booker si le transporteur le propose, hein, mais de booker un créneau pour pouvoir se faire livrer son lit ou ce genre de choses. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités avec cette page de suivi et c'est un vrai manque à gagner a priori pour les marques qui ne l'utilisent pas. Mmh. Ouais, et complètement. Et d'ailleurs, par rapport au cross ou l'upsell, c'est vrai que par exemple, là, tu prenais l'exemple de Teddy Bear, mais ça te permet, après, que ça reste dans un coin de ta tête. Ah bah oui, ils vendent aussi des draps, ce que t'es pas forcément, si t'as pas fait le tour du site, ce que tu savais pas forcément. Donc après, ça peut rester dans un coin de ta tête et que tu retournes sur le site, même si c'est pas dans l'immédiat, c'est quelque chose que le consommateur peut retenir, quoi. Tout à fait. Et puis ça te permet aussi, ça te permet donc de garder le client dans ton écosystème, mais ça le permet aussi de garder sur ton site et du coup d'améliorer ton trafic et potentiellement ton taux de retour de client aussi. Donc il y a vraiment des choses intéressantes à faire autour de cette page de suivi. Complètement. Et j'ai vu aussi du coup que 18% des marques, elles envoyaient plus de 3 emails au cours du processus de livraison. Donc ce chiffre, j'ai pas trop su l'interpréter, si c'était beaucoup ou si c'était pas assez. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est une très bonne question. Il y a pas forcément de standards et de règles. Si tu veux, tout va dépendre effectivement des événements qui vont se passer pendant la livraison. Est-ce qu'il va y avoir des retards? Est-ce qu'il va y avoir finalement des problèmes de stock? Voilà, il y a plein d'événements qui font que ça va être une expérience plus ou moins rapide ou pas. Mais il y a quand même, on attend quand même de la marque un minimum d'informations. C'est-à-dire qu'on va attendre de la marque une confirmation de la commande. On va attendre une confirmation d'expédition du produit. On veut savoir que le produit est donc parti de leurs entrepôts et en cours. On espère aussi un email pour nous dire attention, votre colis va être livré demain. Ça peut permettre tout simplement au client de s'organiser en amont et d'être présent s'il y a besoin d'être présent. Bien sûr, s'il y a des retards, on va s'attendre à ce que les clients nous tiennent au courant sur les différentes étapes. On peut aussi espérer, si on a demandé que le colis se livrait en click and collect ou dans un relais, on peut espérer une notification pour nous dire votre colis est prêt, n'hésitez pas à vous rendre à telle adresse pour aller chercher votre colis. Et puis bien sûr, ensuite, le succès de la livraison, celui-là, c'est quasiment un incontournable pour réengager le client. On pourrait même aller plus loin si on parle de retour et de remboursement. Tu vois, on peut aussi s'attendre à ce que la marque nous communique le fait qu'elle ait reçu le colis et qu'elle nous communique également à quel moment on va être remboursé. Ça, c'est super intéressant aussi. Et justement, tu parlais du mail de confirmation de livraison. Donc, parfait pour moi pour passer à la deuxième partie qui est du coup la communication après la livraison. Et j'ai pu voir donc dans l'étude que 28% des marques
ne préviennent justement pas toujours le consommateur lors de la livraison du colis. D'après toi, dans quelle mesure ça peut être problématique et pourquoi cette information, elle reste importante dans l'expérience post-achat justement? Alors, cet email est très important, ne serait-ce que si on se met à la place du client, d'un point de vue pratique. Alors oui, certaines fois, tu es à la maison quand tu livres ton colis, dans ce cas-là, c'est assez facile. Parfois, tu ne l'es pas. Parfois, tu fais livrer tes colis au travail. Parfois, tu fais livrer tes colis. C'est une gardienne peut-être qui va récupérer les colis de tous les appartements de l'immeuble. En fonction des circonstances, ça va être super important de maintenir de tenir le client au courant de quand est-ce que si le colis a été livré, simplement pour créer l'alerte et pour que lui puisse s'organiser pour trouver son colis. J'ai un cas, il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas très longtemps. J'ai commandé un tapis, un grand tapis, hein, pas un petit tapis, un grand tapis, qui a été livré et j'ai reçu une notification comme pour me dire voilà, votre tapis a été livré, j'ouvre la porte, pas de tapis, vraiment, j'avais le transporteur n'a pas tapé à la porte pour me dire qu'il voulait me livrer le tapis, etc. Et en fait, j'ai du coup cet email m'a alerté. J'ai essayé de faire le tour un petit peu de l'appartement et le transporteur avait mis le tapis derrière les poubelles. Donc du coup, si j'avais pas reçu cet email pour me dire que mon tapis avait été livré, le tapis aurait pu rester une semaine derrière les poubelles ou il aurait pu être récupéré, tu vois, par quelqu'un qui est dans la rue ou peu importe. Donc c'est vraiment super important pour le client qu'on le tienne au courant. D'un point de vue de la marque, ça va être super intéressant également puisque cet email, c'est une occasion déjà de remercier le client pour l'achat et pour entre guillemets boucler la boucle, mais également pour réengager avec le client. C'est une opportunité en or de lui proposer par exemple de partager les photos sur les réseaux sociaux ou de s'engager sur les réseaux sociaux, de souscrire à une newsletter ou alors tout simplement de demander l'avis client, de demander comment s'est passée son expérience, comment s'est passé le produit. Comment est-ce qu'il trouve le produit? C'est le moment parfait pour récolter ces informations. On sait que ces confirmations de livraison, elles ont des taux d'ouverture à 80%. Il n'y a pas beaucoup d'email marketing qui ont des taux d'ouverture comme ça. Donc, quand on a l'attention de ses clients, il faut vraiment en profiter. Et c'est vraiment le moment, effectivement, de réengager avec le client à ce moment-là. Concernant toujours la communication après la livraison, j'avais pu voir que 83% des marques attendaient 15 jours avant justement de solliciter le client pour avoir son avis. Alors, je sais pas si tu auras la réponse, mais pourquoi ce délai? Et selon toi, est-ce que, un peu comme la question de tout à l'heure, est-ce que c'est trop long ou pas? Ou est-ce que c'est un délai correct? Alors, pourquoi ce délai? Ça va être compliqué pour moi d'y répondre parce que j'ai pas la réponse. Cependant, ce que je peux te dire, c'est qu'on a fait en janvier-février 2021 une étude consommateur pour connaître un petit peu les attentes et les habitudes des consommateurs français, par rapport à leur expérience post-achat en e-commerce. Et il s'avère que 80% des clients sont enclins à laisser un avis client après une livraison. La majorité est plus encline à le faire dans la première semaine après la livraison. Et seulement 5% des personnes interrogées laissent un avis après 15 jours. Donc, juste à mon avis, 15 jours, c'est trop tard dans la mesure où on est trop sollicité. Enfin, les clients, les consommateurs sont très sollicités en ligne. 15 jours après la livraison, on est passé à autre chose. Et donc, soit on va pas y penser, soit ça va plus être... on n'aura plus la tête à ça et du coup, la plupart des clients n'y répondent pas. Ce qui est dommage parce que si l'expérience a été positive et qu'on ne demande pas l'avis, c'est pas le client qui va aller de lui-même aller sur le site pour évaluer l'expérience. Par contre, si l'expérience est positive et qu'on lui envoie un email lui demandant si son expérience s'est bien passée, là, il va être complètement enclin à le faire. Il n'y a aucune raison qui fasse qu'il répondent pas de manière positive à la demande d'avis. Je me reconnais à chaque fois dans les comportements consommateurs, ça me fait rire. Du coup, il y avait une autre partie super intéressante dans l'étude, c'était sur la personnalisation client. Donc pareil, ça fait plusieurs années maintenant qu'on en parle, que c'est un peu le consommateur
aime bien qu'on prenne soin de lui et qu'on personnalise les communications pour lui, quoi. Et j'ai vu que 90% du coup des entreprises D2C que vous avez étudiées proposent des modèles de communication génériques, et notamment concernant les mails de confirmation d'expédition. Alors, en quoi la personnalisation des modèles de communication pourrait en fait améliorer l'expérience client? Déjà, je pense que ce qui est important, c'est peut-être qu'on rappelle ce qui est pour nous, Parcel Lab, le standard de la personnalisation. Et ce qui est un email générique, pour nous, ce qu'on peut voir à travers les bonnes pratiques qu'on met en place avec nos clients, c'est que appeler le client par son prénom, indiquer le numéro de commande et l'adresse, potentiellement les produits qui viennent commander, c'est plus suffisant. Il y a beaucoup plus d'opportunités de personnalisation que ça. Et tu l'as dit, le client, il a envie de se sentir spécial, il a envie qu'on le reconnaisse entre guillemets, il a envie de faire partie de la communauté de la marque. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités par rapport à ça. D'autant plus pour ces D2C qui, par leur modèle, ont une très grande quantité de données clients à leur disposition. Elles ont les données clients sur les habitudes, sur les achats précédents. Donc vraiment, elles ont toutes les données pour offrir une expérience de personnalisation parfaite. Alors quand on parle personnalisation, il y a plein de choses à faire et plein d'options à investiguer, mais ce qui peut être potentiellement intéressant, ça va être des recommandations produits par rapport à ce qu'ils ont consommé avant. Ça va être de proposer du contenu marketing approprié. J'imagine, on va prendre l'exemple de Milibou par exemple, où ils vendent des meubles. Donc je suis client, j'achète mon meuble. Dans ces emails qu'on va recevoir, on a totalement la possibilité, en fonction de ce que le client a acheté avant, de proposer des inspirations de décoration par exemple. Comment mettre son meuble en valeur, ou alors si le meuble a besoin d'être monté, peut-être une vidéo tutoriel pour expliquer comment on monte le meuble, etc. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités par rapport à ça qui sont pas exploitées pour le moment. Et comme on le disait tout à l'heure, ces emails de post-achat, ils ont des taux d'ouverture de plus de 60%. Alors, la confirmation de livraison, c'est autour de 80%. Les autres, c'est autour entre, on va dire, 55 et 70%. Donc, vraiment, les marques ont l'attention de leurs clients à ce moment-là. Donc, il faut vraiment en profiter pour leur proposer du contenu marketing qui est approprié, qui correspond à leurs envies, qui correspond à leur goût, etc. Il ne s'agit pas de proposer des recommandations produits juste pour le faire. On a un exemple, par exemple, dans les commandes qu'on a passées, on a avec une des marques, on nous demande, donc avant de passer la commande, on nous propose en tout cas de faire un test de peau pour savoir quels sont les produits qui correspondent le mieux. Donc ce qui est génial, c'est absolument top en termes d'expérience client. Sauf qu'une fois qu'on a passé notre commande, tout le contenu qu'on nous a proposé, le contenu marketing, était pas du tout approprié à ça, était pas du tout en relation avec ça. C'est une occasion de perdu, parce que la marque a vraiment les informations et les données pour nous proposer une expérience ultra personnalisée sur ce type d'exemple. Et toujours concernant la personnalisation, d'après l'étude, il y aurait 45% des marques qui ne personnalisent toujours pas leur colis. Alors, je ne sais pas si on a la même vision de personnalisation du colis. Je ne sais pas si c'est juste le carton, par exemple, qui est brandé avec le nom de la marque ou des choses comme ça, ou c'est vraiment à l'intérieur. Alors ça peut être les deux, hein, tout dépend comment est-ce que la marque approche tout ça, effectivement. Alors c'est une question qui peut diviser, et on le comprend, hein, par rapport à des problématiques peut-être plus on va dire sur écologique ou ce genre de choses. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'un point de vue durabilité? Ça c'est pas à moi d'y répondre, mais en tout cas on a trouvé ça intéressant pendant qu'on faisait notre étude, effectivement, d'évaluer un petit peu quel était le degré de personnalisation qui était mis dans cette partie packaging. Pour moi, je trouve que le colis et la personnalisation du colis font partie de l'expérience. Quand on est par exemple un consommateur Apple,
on reçoit son colis. Généralement, il est brandé et l'expérience, elle va beaucoup plus loin que l'ouverture du carton de base. L'expérience, elle va jusqu'au moment où on achète notre nouvel iPhone et on lève le couvercle de la boîte. Il met 7 secondes pour s'ouvrir et on n'en peut plus d'attente. Et l'excitation, elle monte pendant ce moment-là et ça fait complètement partie de l'expérience de marque. Donc, je trouve ça intéressant. On a aussi un autre exemple avec une marque qu'on a étudiée. Donc, ça, c'était une commande personnelle, mais j'ai commandé pour Noël un colis Cézanne. Le colis Cézanne, il arrive dans un carton entre guillemets basique, sauf qu'il y a la possibilité de donc réutiliser le carton, tout retourner le carton, et là, il est complètement brandé Cézanne, et c'est une boîte en fait qui peut servir qui est prête à offrir directement à quelqu'un, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Ça rentre complètement dans cette durabilité, et puis c'est le petit truc le petit truc waouh qui fait dire que l'expérience client elle est vraiment super jusqu'au bout. Complètement. Moi, je commande souvent chez Casidomi et c'est vrai que j'aime bien aussi l'ouverture de leur colis et des fois, il y a des petits cadeaux. Ça, c'est bien aussi. Ça peut faire la différence aussi. Alors moi, j'ai fait le tour un peu des chiffres que j'avais relevés. Donc, juste avant de passer aux bonnes pratiques en matière de communication post-achat, est-ce que toi, il y avait d'autres chiffres de cette étude sur lesquels tu aimerais qu'on revienne? Alors, il y avait un chiffre, bien qu'on en ait déjà parlé, mais je trouve que c'est vraiment important de mettre l'accent dessus, c'est les recommandations produits. Donc, à savoir que 0% aucune des marques étudiées nous a proposé des produits qui étaient cohérents avec soit le profil du consommateur, soit les achats faits auparavant, etc. Donc, on a eu des recommandations produits, mais comme je te dis, par exemple, l'exemple que je t'ai cité, c'était pas du tout cohérent par rapport à nos attentes. C'est vraiment une opportunité manquée encore une fois, de faire du cross-sell ou du upsell. C'est super intéressant, ça enrichit l'expérience client et c'est bénéfique pour la marque. Donc là, je pense qu'il y a effectivement un petit manque à gagner par rapport à ça, et c'est quelque chose sur lequel effectivement les entreprises pourraient un petit peu plus capitaliser. Et alors, concernant nos bonnes pratiques, lors de la réalisation de cette étude et des achats que vous avez passés sur les différents sites, est-ce qu'il y a une marque qui est un peu sortie du lot par rapport à son expérience post-achat, donc que ça soit pendant et après livraison? Alors, il y a une marque effectivement qui a retenu notre attention. Cette marque, c'est Typologie. On a beaucoup aimé l'expérience pour plusieurs raisons. La première, c'est un détail, mais au final qui peut faire une différence. On a la possibilité de choisir si on souhaite des mises à jour par SMS ou non au moment sur toute la phase de la livraison. Quand on sait que les emails peuvent partir en spam ou peuvent partir en spam tout simplement, parce que c'est souvent la raison principale. C'est vrai que recevoir les informations par SMS, ça peut être super intéressant. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, on a beaucoup aimé les communications post-achat, hein, visuellement. C'est très à l'image de la marque, dans l'univers de marque. Donc ça, on a bien aimé. Et on a aussi la possibilité de choisir les échantillons que l'on souhaite avant de finaliser la commande. Donc ça, c'est aussi un super moyen de réengager le client dans un achat futur. Quoi de mieux que de faire de l'échantillonnage une fois que l'achat a été fait, pour réengager le client sur des futurs achats. Ça, on a trouvé que c'était super intéressant. C'est vrai que ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je commande sur le site en plus. C'est vrai qu'ils ont c'est hyper épuré et tout. En plus, bon, je verrai comment est la communication alors. Parce que maintenant que je travaille dans le e-commerce, je suis très à cheval sur mes expériences d'achat, je note tout. Je me dis, ah bah là, ils auraient pu faire mieux. Ah bah là, c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Je prends note. Et donc, quelle pratique vous avez pu un peu retenir de l'expérience proposée par ce marchand? C'est vraiment là, en l'occurrence, c'est vraiment sur la personnalisation, alors même d'un point de vue packaging, hein, parce que le colis était aussi à l'image de la marque. Donc ça, encore une fois, la question divise, mais en tout cas, c'était assez intéressant. Le colis est très joli. Quand tu ouvres la boîte, tu as une petite carte typologique qui rappelle les valeurs de la marque, etc. Donc ça, c'est intéressant. En gros, ce qu'on a retenu sur cette expérience, c'est vraiment le côté personnalisation et expérience de marque visuelle. Voilà, c'est vraiment ça qui va être intéressant.
Quels axes d'amélioration possibles tu pourrais souligner par rapport à cette communication? Oui, il y en a toujours, ça c'est sûr, on peut toujours trouver. Alors même s'il y a on a eu des super expériences, hein, mais il y a toujours des petits axes d'amélioration. Là, en l'occurrence, effectivement, c'est un peu ironique, mais ça va être sur la manière dont la typologie a communiqué. Alors pas sur l'aspect visuel, mais vraiment sur la communication elle-même. On a eu une double. Ce qui est dommage, c'est que tout au long de l'expérience, on a une double communication de la part du transporteur et de la marque. Encore une fois, comme on l'a dit, ça peut créer de la confusion. C'est pas utile et voilà, ça n'apporte rien en fait à l'expérience client. Puis la deuxième chose, c'est que la page de suivi n'était pas hébergée sur le site du transporteur. Ça, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment une occasion de manquer pour la marque. Et enfin, est-ce que tu aurais, s'il y a des commerçants qui nous écoutent et qui veulent améliorer leur communication post-achat, même si là, ils ont déjà beaucoup d'éléments pour le faire, est-ce que tu aurais quelques conseils pour une bonne gestion? Donc, j'ai pu aussi voir ça dans l'étude de l'Operations Experience, c'est-à-dire en fait tous les processus opérationnels existants lors du parcours client post-achat. C'est ça, oui. L'Operation Experience, c'est effectivement, ça reprend un petit peu tous ces processus qui sont souvent compliqués à gérer hein, sur cette période sur cette étape de livraison. Et donc, nous, ce qu'on propose effectivement, la communication post-achat, elle rentre totalement dans l'Operation Experience Management. Les conseils qu'on pourrait donner, c'est vraiment, alors le premier, c'est vraiment de conseiller aux marques de reprendre le contrôle de l'expérience client post-achat. On en a parlé aussi effectivement par rapport au marketplace, etc. Les marques, elles déploient beaucoup d'énergie, souvent de budget pour créer une expérience de marque digne de ce nom hein, sur le préachat. C'est vraiment dommage au final de pas en faire profiter le client effectivement sur la phase post-achat également. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les efforts qui sont faits, en gros, on les abandonne sur le préachat et on laisse la main au transporteur sur la communication. C'est dommage, ça n'apporte rien en termes d'expérience client et encore une fois, c'est des opportunités de perdu, d'améliorer donc le trafic de son site web, de faire de l'upsell, de faire du cross-sell, etc. Donc ça, ce serait vraiment le premier conseil à travers la page de suivi, vraiment reprendre le contrôle de l'expérience client post-achat. Ensuite, c'est aussi de maintenir le contact avec vos clients. Et ça va être très important et c'est vraiment le cheval de bataille de Parcel Lab, c'est à travers les communications clients. Donc, on a beaucoup parlé du marketing qui était autour de ces communications clients, mais c'est surtout de communiquer de manière proactive auprès de ses clients, que ce soit pour lui annoncer une mauvaise nouvelle en cas de retard, ou alors tout simplement pour essayer de faire monter l'excitation de la livraison au cours de la livraison. C'est vraiment important qu'il soit de l'accompagner sur toute cette phase. On l'a dit, c'est une phase qui est assez émotionnelle pour le client, donc c'est important vraiment d'être proactif et de lui apporter des mises à jour régulières, utiles et cohérentes par rapport à sa commande. Ça permettra aussi aux marques de réduire les appels entrants pour savoir où sont les colis, parce que si on communique de manière proactive, le client n'a pas besoin, à contrario, d'aller chercher le numéro de la marque, le numéro du service client de la marque pour lui demander où est son colis. Donc ça, c'est vraiment un point très très important. Le troisième point, c'est la personnalisation. On a aussi beaucoup parlé, donc je vais aller très très vite, mais voilà, utiliser les données clients pour offrir des expériences personnalisées, cohérentes à ses clients par rapport aux différents achats qui viennent de se faire. Ça c'est également important. Oui, des fois, moi, ça m'arrive qu'on me propose dans un mail, des produits complémentaires et par exemple, on va me dire oui, cette crème, elle est super, cette crème, elle est pour les peaux sèches alors que j'ai la peau mixte. Bon, là, ça a vraiment aucun sens alors qu'ils le savent parce que j'ai forcément acheté des produits. Ouais. Ça peut être frustrant et du coup, c'est vrai que c'est une occasion de perdu pour la marque également. Il y a vraiment, en gros, le dernier conseil, ça peut résumer un petit peu tous les conseils, c'est conseiller aux marques d'utiliser ces communications post-achat comme levier marketing. Il y a vraiment, on l'a dit, les taux d'ouverture de ces emails sont plus de 55%. L'attention des clients est là, il faut vraiment en profiter pour réengager avec eux sur du contenu marketing ou les renvoyer sur le site pour faire du cross-sell ou du upsell. Merci beaucoup pour ces conseils. Et bien, moi, je n'ai plus de questions. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on s'est dit?
Alors, pas forcément sur le rapport en particulier, mais du coup, je vais faire un peu de teasing. Ce rapport qui est sur la communication post-achat des D2C va être suivi par 2 autres rapports qui vont concerner donc les retours et aussi l'écologie et la durabilité. Donc, quelles sont les bonnes pratiques des D2C en termes d'écologie et de durabilité. Donc, ces deux rapports vont être probablement lancés cet été. Donc voilà, n'hésitez pas à garder un œil sur la page Parcel Lab. On a un site en français avec toutes nos études et il y a vraiment des choses très très intéressantes et assez surprenantes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Eh bien, écoute, on a hâte de voir ça et on ne loupera pas la sortie. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup, Charlotte, pour ton temps et surtout pour tout ce que tu nous as, pour tout ce dont tu nous as parlé aujourd'hui. C'était très intéressant et je pense que ça aidera plus d'un e-commerçant à améliorer sa communication post-achat. Merci Audrey, merci de nous avoir reçus. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.